Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Aujourd'hui, je reçois Eudes Semeria, psychologue clinicien, psychothérapeute et écrivain. Je me suis senti concerné par le surpoids à une époque de ma vie. J'ai quand même pesé jusqu'à 100 kilos, donc c'est pas rien, mais enfin, on se sent tous concernés parce que simplement, on est gourmand et qu'on a beaucoup de mal à se limiter. Auteur entre autres du concept de harcèlement fusionnel lié à la dépendance affective et plus récemment, les 4 peurs qui nous empêchent de vivre chez Albin Michel. Il s'inscrit dans l'approche existentielle et humaniste et il exerce à Paris. Nous allons échanger sur la façon dont nos émotions influencent notre rapport à la nourriture et Eudes nous partagera des explications et des astuces afin de nous libérer et être conscients et responsables pour une vie équilibrée. Bonjour Eudes, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast de l'Anima pour parler de ce sujet passionnant qui est les émotions, mais à travers le rapport justement à la nourriture, au corps, aux injonctions qu'on peut avoir par rapport à cette sensibilité, cette façon dont on s'est construit depuis notre enfance, etc. Et qui mieux que toi pour développer ce sujet et qui mieux que toi qui a fait un ouvrage formidable, je le mettrai de toute façon en lien pour les personnes qui sont intéressées, les pensées qui font maigrir. Mais on est d'accord que c'est quand même un sujet qui reste complexe et qui mérite quand même qu'on donne des explications plus précises de façon à ce que les personnes qui s'intéresseront à ce sujet ou qui sont concernées par ce sujet puissent évoluer, avancer et pourquoi pas se libérer d'injonctions fortes construites depuis très longtemps dans leur psyché, dans leur psychologie, etc. Donc, je vais te laisser un petit peu nous expliquer pourquoi tu as voulu, toi, déjà traiter ce sujet et un petit peu quelles sont les différentes clés que tu apportes de compréhension et qu'est-ce que les personnes pourront trouver justement dans ce chemin de la compréhension autour de ce sujet très complexe. Très complexe et qui concerne tout le monde finalement, puisque si j'ai écrit là-dessus, c'est que me suis senti concerné par le surpoids à une époque de ma vie. J'ai quand même pesé jusqu'à 100 kilos, donc c'est pas rien, mais enfin, on se sent tous concernés parce que simplement, on est gourmand et qu'on a beaucoup de mal à se limiter dans la nourriture. Alors après, il ne faut pas que le titre «Les pensées qui font maigrir» induise en erreur. On n'est pas du tout dans l'ésotérisme là, hein. On est vraiment dans une psychologie du rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation se développe autour d'automatismes, d'injonctions reçues dans l'enfance, bien souvent. Et partout où il y a des automatismes, il n'y a pas de pensée. Donc l'équation marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire partout où on va mettre de la pensée, de la réflexion, de la présence, de la responsabilité, alors on va entraver en fin de compte les automatismes et ça va permettre d'installer un autre cadre alimentaire. C'est assez efficace parce que j'y travaille depuis des années et que je reçois des personnes qui sont en grand surpoids, parfois jusqu'à 140, 150 kilos, hein, donc, mais aussi des gens qui ne font que 80 kilos ou 70. Bon. Voilà, donc cette approche, en fait, c'est une approche qui repose sur la psychothérapie existentielle. Alors, peu de gens savent de quoi il s'agit encore en France. C'est très pratiqué dans les autres pays, mais un peu moins en France. Ça commence. On a monté une association avec les universités, Paris Descartes, le CNAM à Paris. Voilà. Et l'approche existentielle, la psychologie existentielle, pour ceux qui connaissent, c'est Yalom, par exemple, qui a écrit pas mal de romans là-dessus, mais aussi des livres académiques. Irving Yalom, hein, donc,
qui écrit des choses, lui, il commence à être vraiment connu, même si maintenant il a pas loin de 90 ans, donc bon, voilà. Oui, il part du principe que l'être humain a une faculté d'autodétermination et qui peut, en travaillant sur lui ou en tout cas en investissant en lui, développer, par lui-même ou en étant aidé aussi par d'autres personnes, peut vraiment enfin, évoluer et s'autodéterminer dans une, enfin, on n'est pas fermé à être comme on est sous prétexte qu'on a subi des traumatismes dans notre enfance ou quoi que ce soit. Voilà, alors ça, c'est Irving Yalom développe ça. C'est en fait, il a compilé tous les travaux qui ont pu être faits par des humanistes, des existentialistes même, comme Sartre, Camus, qui ont mis la liberté, ou la question du sens, au centre de leurs écrits, et puis d'autres philosophes. Donc voilà, il y a Carl Rogers, il y a la Gestalt thérapie qui est très intéressante, et voilà. Donc en fait, simplement, hein, pour décrire ça simplement, disons que la thérapie existentielle repose sur le fait qu'effectivement, comme tu le disais, on est libre, on peut s'autodéterminer, et contrairement, par exemple, à la psychanalyse qui vous dira que vous êtes totalement déterminé, vous êtes piloté par un inconscient dont on ignore tout, et il va falloir apprendre à vivre avec. Alors que là, dans la thérapie humaniste, qui dit bien que l'homme est au centre, et existentielle, qui dit que ce qui est important, c'est l'existence, le fait même d'exister, qui ne va pas de soi quand on y réfléchit 2 secondes, euh, c'est la liberté qui compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté face, par exemple, à la mort, la question. Alors, il y a 4 enjeux, quatre grands enjeux existentiels qui sont des limites. C'est des choses qui nous limitent. La mort, par exemple, nous limite dans le temps, donc c'est très difficile à admettre. La solitude ontologique, c'est-à-dire le fait qu'on est seul dans sa tête, on pourra jamais être deux ou trois, hein, évidemment. Donc, on arrive seul au monde, on part seul. La question du sens, qui est qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est très difficile aussi. Et puis la dernière qui est la liberté elle-même, c'est-à-dire la responsabilité des choix qu'on fait, qu'on a à faire tout le temps. Donc voilà, face à ces 4 enjeux, qu'est-ce qu'on fait? Comment on développe parfois des défenses? D'ailleurs, le surpoids est une des défenses euh, très répandues, enfin les plus répandues face à la difficulté d'exister en fait, hein. Oui, tout à fait. Et justement, moi, j'ai intitulé ce podcast «Manger ses émotions». Alors, évidemment, le titre est, a l'air gourmand comme ça, mais comment on peut essayer, enfin, d'apporter quand même des pistes de compréhension beaucoup plus psychologiques et existentielles et humanistes justement sur ce sujet-là. Bah, manger ses émotions, c'est une expression qui est un peu qui est de plus en plus à la mode ces dernières années, on entend ça. C'est vrai que ça a une puissance d'évocation, hein. Quand on est débordé, comme ça, et qu'on mange, trop, on a l'impression qu'il y a un lien avec les émotions. Alors manger ses émotions, ça veut dire que peut-être on ravale un peu trop ses émotions, qu'on essaye de les contrôler, mais en même temps, elles nous débordent énormément, la colère, la tristesse, la dépression, l'angoisse. Alors, c'est vrai que manger, c'est ce qui a c'est le plaisir le plus simple. C'est pas très cher, on peut se servir soi-même, en autarcie comme ça, et on a besoin de personne, en fait, hein. Donc, bon, évidemment, ça va bien plus loin que ça, parce qu'en fait, manger ses émotions, ça veut dire que les émotions nous traversent, et que si de la nourriture nous traverse en même temps, alors peut-être c'est une manière de métaboliser l'émotion. Vous savez, tu sais, de la réduire en petits bouts, et puis d'essayer voilà, de la digérer, hein, littéralement. Et ça, c'est ce que fait le bébé. Le bébé n'a pas d'appareil conceptuel encore très développé, il n'est pas capable de penser avec des mots, des enchaînements de phrases, à la naissance, hein. Donc bah, il a un rapport au monde qui est très très alimentaire, hein. C'est d'ailleurs la première chose qu'il fait. En fait, il y a un réflexe inné de naissance qui est que le bébé qui vient au monde, il faut qu'il mange tout de suite et le plus possible. Parce que euh, l'important est qu'il grossisse. Il doit grossir, tu vois, et il doit grossir, et un bébé qui ne grossit pas, ou un bébé qui maigrit, encore pire, alors c'est une urgence médicale. C'est direct à l'hôpital. Donc il doit grossir, et il va commencer comme ça sa croissance, jusqu'à la fin de l'adolescence à peu près, où ça doit être assez explosif comme croissance. Sauf que ce réflexe-là, qui est présent à la naissance, il doit disparaître, ou au moins il doit être dominé petit à petit. Et donc chez les gens qui ne peuvent pas se retenir, qui sont en surpoids, ou qui ont vraiment un gros problème d'hyperphagie, bah, c'est comme si ce réflexe ne s'était pas apaisé.
Alors toute la question, c'est pourquoi? Pourquoi ce réflexe ne s'est pas apaisé? Mais ça tient au vécu personnel de chacun, la manière dont la nourriture a pu être vécue, ou la relation, de toute façon, d'une manière générale, aux parents. Vous pouvez avoir des parents qui ne sont pas lisibles, des parents maltraitants éventuellement, ou même trop bienveillants, c'est-à-dire étouffants, qui couvant, je ne sais pas si on peut dire couvant, enfin qui vous couvent, qui vous empêche, qui nous empêche de prendre des responsabilités petit à petit, quoi. Et donc finalement, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à identifier tout, enfin, chacun en fait apprenne à identifier à quel point il est, enfin, quels sont les leviers ou en tout cas les points qui font qu'il revient à des automatismes qui font que la nourriture peut devenir soit un point où on se punit ou à l'inverse où on se suralimente, parce que ça peut aller dans les deux sens. Je suppose ceux qui s'alimentent trop ou pas assez, ça peut jouer dans les deux limites. Et et comment justement, comment évidemment en étant suivi par un professionnel ou en tout cas par quelqu'un qui va aider à la verbalisation, à l'élaboration un peu de tout ça et de faire un peu le point avec soi, je suppose? Oui, alors, évidemment, on va entrer dans le récit, personnel du patient pour connaître les détails de son passé dans son enfance. C'est pas tant qu'on s'intéresse à l'enfance à la manière de la psychanalyse, parce que à la limite, on pourrait même travailler avec quelqu'un qui se souvient pas du tout de son enfance, mais parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe là maintenant. C'est le fameux ici et maintenant, hein, du mode d'être, hein, du fonctionnement. Mais pour simplifier, parce qu'on pourrait aller demander, par exemple, aux personnes si elles ont été gavées ou si elles ont été plutôt privées par les parents, par des parents pas malveillants, mais plutôt maladroits. Ils ne savent pas comment, bon, quelle a été la culture de la famille, mais pas seulement au point de vue alimentaire, aussi au point de vue de la place dans la fratrie, etc. Alors tout ça peut devenir assez compliqué si on l'étale ici. Mais disons que, pour simplifier, ce qui est très important, c'est que si ce réflexe de grossir, de manger le plus possible, sans limite, existe, c'est qu'il reste en soi une part infantile très importante à un endroit, hein. Pas dans tous les domaines, pas dans tous les secteurs de son activité, mais il y a un endroit où, il y a une part, et d'ailleurs tout le monde est concerné, en fait, on a tous une part d'infantilité quelque part, hein. Donc, pour simplifier un peu l'approche, l'idée c'est de prendre acte de cette, part d'infantilité et de constater que quelque part, telle ou telle personne n'est pas devenue adulte aux yeux de ses parents. Donc autrement dit, elle est restée dans une position d'enfant de ses parents. Et donc, il suffit finalement de regarder ça et de voir comment chaque personne, et ça c'est ce que je dis livre après livre, au fond, c'est que comment devenir adulte, c'est ça, c'est arriver à la hauteur de ses parents. Bon, alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, on peut donner des exemples. Si on a une mère, par exemple, qui est très fusionnelle, qui est très collée, qui exige qu'on vienne manger tous les dimanches, qui appelle 4 fois par jour, ça arrive, et cetera. Alors, on va mettre des limites parce que la part adulte en chacun de nous, c'est l'instance qui est capable de poser les limites. Pour moi, c'est ce qui définit l'adulte, c'est ça. C'est la capacité à reconnaître, à décider même à forger des limites et à les respecter. Alors que la part d'enfant, c'est le chaos et la pulsion, c'est le sans limite. Donc il faut articuler ces deux instances parce que il ne s'agit pas d'éradiquer l'enfance en soi. Parce que ce que j'appelle l'enfance en soi, c'est pas la petite enfance concrète, précise, par laquelle chacun est passé. C'est en fait juste le jaillissement de vie, le chaos, mais c'est de l'énergie de croissance, l'enthousiasme, la curiosité. Tout ça, ça peut être précieux. Simplement, il faut le canaliser. D'accord. Et est-ce que, enfin, après, je suppose que c'est vraiment propre à chacun et l'histoire de chacun, mais on est d'accord qu'il faut investir du temps, il faut être patient aussi parce que ce ne sont pas des mécanismes qui nous quittent comme ça. Non, ça peut aller vite, hein. Poser des limites, par exemple, c'est très concret, hein. Ça peut être, bon, évidemment, on va analyser la manière, de manger, et puis ensuite on va voir, ce qu'il faut installer comme limite. Mais disons au début, pendant quelque temps, c'est bien de peser, par exemple, ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on va se donner, non, il ne s'agit pas d'un régime, hein, je précise ça parce qu'il y a aucune privation. Simplement, il faut établir un menu qui est un peu équilibré, qui est juste équilibré et avec lequel on n'a pas faim. Mais il faut aller plus loin que ça parce que pour changer des mécanismes qui sont là depuis des décennies, il faut mettre en place ce que j'appelle des actes signifiants, c'est-à-dire des gestes qui signifient quelque chose de précis. Or,
prendre une petite balance et peser sa viande, ses légumes, ses machins, en fonction de quantités, préalablement définies, hein, bien sûr, on les pèse. Là, on va informer son cerveau. On regarde le petit écran, on regarde le poids. S'il y a 10 grammes de trop, on les enlève et à chaque fois, on fait des gestes qui rééduquent le cerveau en quelque sorte. On est d'accord que cette phase de peser, c'est au départ pour reprendre conscience de la valeur ou de la quantité de nourriture qu'on mange et de se rendre compte aussi de ce dont on a réellement besoin. Parce que effectivement, quelqu'un qui a pris l'habitude de manger dans des grandes quantités se rend plus compte que dans son assiette, il y a peut-être trop de glucides ou trop de protéines ou que c'est trop riche. Et donc, c'est juste au départ réapprendre à conscientiser une assiette normale et qu'on puisse se dire, OK, dans cette assiette, il y a tout ce dont j'ai besoin pour être pour plus avoir faim, pour être en sécurité au niveau vital, et cetera. C'est pour ça, mais l'idée, c'est pas d'avoir une balance avec nous et de tout peser, c'est une rééducation dans un premier temps. Oui, c'est une rééducation à la responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Alors, si on veut des définitions très simples, pour moi, c'est simplement la présence à soi-même. Voilà, c'est comme quand on essaie d'être capable de répondre de soi-même. Quand on dit votre nom à l'école, on fait l'appel, vous levez la main, vous dites présent, c'est exactement la même chose. Je suis là, je vois ce que je fais et effectivement, comme tu le dis, il faut, revenir à des proportions, un petit peu équilibrées parce que notre société nous habitue, à des proportions qui sont 2, 3, 4 fois, celles au restaurant, par exemple, hein, ou les plats préparés, bon, que je ne conseille pas, hein, évidemment. Heu, voilà, nous, on est habitué à des proportions qui sont, gigantesques. Donc revenir à la satiété, à des proportions normales, c'est très, très supportable, hein, on n'a plus faim. Mais la responsabilité, c'est pas que ça, bien sûr, c'est peser parce que vous faites un geste qui vous rééduque, en fait, très profondément. Parce que, votre cerveau, la partie inconsciente du cerveau, le qui traite, l'information, le voit, elle voit des régularités, vous pesez et donc elle va avoir tendance à, comment dire? À calibrer l'organisme, sur ces quantités. Alors il faut un peu de temps d'adaptation, hein, mais évidemment, il y a d'autres choses. Il y a le fait de cuisiner qui est très important, j'explique ça dans mon livre. Il faut, la plupart des gens disent: «Ah bah, c'est pas pratique, c'est long et cetera». Non, c'est cuisiner, prendre 20 minutes pour cuisiner un repas, simple, hein, j'entends, c'est un moment précieux pour soi. On s'occupe de soi et ça peut être agréable. Faire les courses, choisir les choses et donc plutôt aller chercher des choses qui sont bio, saines, pour soi, les choisir, enfin c'est important, c'est pas de la perte de temps. La société nous dit: «Vous perdez du temps parce que en faisant ça, vous êtes pas productif». Bon, OK. Moi, j'ai envie de prendre ce temps-là et de m'occuper de moi. Voilà. Après, tout le cadre alimentaire, il va être, alors moi, je continue à peser chez moi ce que je mange parce que c'est devenu tellement facile, tellement rapide que voilà, c'est un rituel presque, hein. Et ça me permet à chaque fois de garder les limites. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle le périmètre alimentaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on va manger, ça serait bien de le mettre soit dans l'assiette, soit dans un plateau. On met pas le plat sur la table, comme ça on se resserre pas, chaque fois qu'on en a envie. Ça aussi, ça rééduque le cerveau, ça rééduque l'organisme. Ce que vous allez manger, c'est dans votre assiette, point final. Et j'aimerais avoir ton regard d'expert, sur un point que j'ai observé bien souvent dans les consultations. Donc des personnes qui, elles, dans leur existence, n'ont jamais manqué de nourriture, hein, ont toujours mangé à leur faim. Il n'y a jamais eu de problématique, d'approvisionnement au niveau de la nourriture. En revanche, leurs ancêtres, parents, grands-parents et cetera, eux, ont eu des difficultés à se nourrir et ont eu, affaire à la survivance au niveau alimentaire. Et ces personnes-là, en fait, avaient des comportements de survie alimentaire, bien souvent, où, bon, au départ, ça partait d'une bonne intention qui était de ne pas gaspiller la nourriture, de ne pas jeter la nourriture à la poubelle, et cetera. Donc bon, au début, c'était pas très alertant, mais avec le temps, c'est des personnes qui ont pris du poids ou, qui se suralimentaient un peu plus et elles ne comprenaient pas pourquoi, puisque ce sont des personnes qui faisaient du sport, qui avaient accès à enfin, qui pouvaient avoir accès à de la bonne nourriture tout le temps, mais qui avaient alors elle l'exprimait comme ça, elle disait: «Par moment, j'ai besoin de me gaver» et elle n'arrivait pas à comprendre cette envie de se gaver. Mais en fait, c'est très simple, c'est que ça nous ramène finalement au réflexe du nouveau-né qui vient au monde et qui doit survivre. C'est un réflexe évolutif. C'est-à-dire que dès qu'il y a un danger de mort ou une question de survie, alors il faut manger.
c'est comment dire, c'est très archaïque comme réflexe. Sauf que ça, on peut le penser, on peut injecter des pensées là-dedans pour déconstruire ce type de croyance. Donc, on va être dans la profusion, dans l'accumulation, parce que comme on a perdu, euh, en temps de guerre, par exemple, ou de famine, les choses deviennent précieuses, donc on va les accumuler. Du coup, on va avoir tendance à faire ça. Il y a des tas de gens qui, bon, maintenant sont très âgés, mais qui sont plutôt nos grands-parents, qui ont vécu la guerre et qui avaient pris cette habitude et qui l'ont transmise aux descendants sous forme de profusion pendant les repas. De- les choses étaient très, très axées sur la nourriture et la profusion d'une manière générale, hein. Donc ça se transmet comme ça. Il y a des gens qui consultent et effectivement, c'était comme ça dans leur famille. Et sur un autre axe, qui est la récompense. Bien souvent, aussi j'entends, «Bon, j'ai une journée harassante, j'étais très stressée toute la journée. Je suis rentrée, j'ai mangé une tablette de chocolat parce que ça m'a fait du bien psychologiquement, ça m'a fait plaisir». Wow, une Oui, une tablette. tablette complète, c'est pas un carré, hein, c'est une Ouais, tablette ouais. ou autre chose. Mais en fait, il y a souvent ça revient. Alors ça a moins de conséquences, on va dire, en termes de poids. Mais c'est souvent, on me dit, mais dès que je suis stressée, voilà, je vais me jeter un peu sur la nourriture. Alors, pas de façon Mmh, trop excessive, hein, mais bon, quand même. mmh, Et puis, il y a aussi après tous ces aspects hormonaux. Donc, je parle de tous ces points-là un peu éparpillés, mais pour dire aussi que ce rapport à la nourriture, il a bien souvent à voir aussi avec, bah, évidemment des aspects inconscients, mais cet aspect enfin ce point de récompense et de mmh. compensation aussi, parce que émotionnellement, si on n'a pas été très bien, hormonal, parce que voilà, on peut avoir des moments dans le mois, dans l'année où nos hormones sont un peu exacerbées et ça appelle du sucre ou ça appelle des choses. Et il y a aussi cette histoire de génétique. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous sommes véritablement soumis à notre génétique ou est-ce que véritablement le rapport à la nourriture et la façon dont on va réguler notre poids pour ceux qui ont des difficultés pour ça, est-ce qu'on a véritablement un pouvoir total dessus? Non, alors il y a des études qui ont été faites sur la génétique, hein, c'est-à-dire est-ce que les enfants d'obèses, par exemple, depuis plusieurs générations, sont condamnés à être obèses? Eh ben non. La réponse c'est non. La génétique n'est qu'un des facteurs qui peut avoir son importance, mais il n'y a pas plus de difficultés pour les descendants de personnes en surpoids que pour les autres. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et c'est des études scientifiques qui sont citées dans mon livre d'ailleurs. Après, ce qui est beaucoup plus puissant et qui fait qu'en fin de journée, par exemple, on rentre chez soi, et là, on est comme possédé par un esprit du On est chocolat. bien d'accord, Et c'est une tu vois? possession totale. Tout à fait. C'est une vraie possession, c'est-à-dire que on est comme investi par un esprit du chocolat et puis on se voit agir, hein. On veut pas, on devrait pas, mais on y va et on prend le chocolat ou autre chose. Mais c'est vrai que le chocolat, c'est assez universel et il y aurait un livre entier à écrire sur le chocolat de 19 heures, voire de 22 heures. Bon, c'est un vrai problème. Mais ça, comment dire? Cette possession-là, c'est la possession non pas par un esprit ou un truc ésotérique, c'est la possession par des mécanismes automatiques très puissants en soi. Les automatismes sont toujours très puissants et très rapides. Et alors, qu'est-ce que c'est que cet automatisme? Eh ben, par exemple, c'est pour ça que je parle des pensées qui font grossir ou maigrir, c'est que cet automatisme, c'est une disposition qu'on a d'abord à penser la journée autour des repères, des repères nutritionnels. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà ce que je vais faire avant manger et ce que je vais faire après manger. Donc en fait, ce qui va scander la journée, c'est des points de repère considérés comme des récompenses, hein. Et donc on peut tout à fait apprendre à considérer que la journée n'est pas forcément articulée autour des repas eux-mêmes considérés comme des récompenses. On peut tout à fait considérer que un repas, c'est pas si important que ça. Alors pourquoi c'est important chez beaucoup de gens, comme le chocolat ou comme autre chose, hein, la brioche, les biscuits, etc. C'est parce que ça, imaginez que vous avez une espèce de viseur devant vous, hein, le périscope, voilà. Et si vous dessinez un rond, un cercle comme ça, et que vous mettez dans ce cercle ce qui est important pour vous, vos priorités, alors vous allez inscrire déjà pas mal de choses qui sont vos enfants, l'argent, le travail, la santé. Tout ça, c'est des priorités pour chacun de nous. Mais il y a aussi la nourriture. Et la nourriture, elle est beaucoup trop au centre de ce viseur, ce qui fait qu'elle va impliquer
des réflexes, des enchaînements de réflexes autour de la nourriture. À partir du moment où on pousse ça sur la périphérie du cercle, alors on aura alors et bien sûr, il va falloir mettre des comment dire? Faire des actes signifiants dont je parlais tout à l'heure, comme peser et cetera. Mais peut-être aussi comme, moins penser la nourriture ou le repas comme quelque chose qui doit être explosif, plein de gras, plein de sucre et tout. Ça peut être un peu fade un repas. Ça peut être un peu rapide parfois parce que c'est pas si important, il y a autre chose d'important à faire. Vous voyez? Ouais, Tu ouais, tout vois? à fait. Donc c'est tout un travail de déplacement des priorités et c'est très puissant. Ouais, tout à fait et c'est vrai que, enfin, moi, j'aime bien mettre un mot qui s'appelle la conscience, manger en conscience. Tu parlais tout à l'heure de présence à soi et en fait, Oui. c'est de ça dont il s'agit parce qu'effectivement, dès qu'on est plus présent et qu'on est plus piloté justement par tous ces automatismes, on se rend compte qu'une assiette qui n'est pas bien faite, hein, entre guillemets, trop grasse, trop sucrée, bah, ça nous écœure en fait parce que, c'est contre nous. Cette assiette, elle est contre nous, elle est pas pour nous et moi je l'observe aussi chez des personnes qui ont fait un énorme travail sur eux. Alors au départ, ils ont fait des centaines de régimes, perdu pris du poids, enfin bon, c'était pas du tout ce qu'il fallait et aujourd'hui, ils ont le jour où ils ont trouvé une stabilité, c'est le jour où ils se sont réconciliés avec ce rapport à soi et donc à la nourriture forcément et ils ont appris une nouvelle façon de consommer la nourriture et d'y prendre du plaisir, hein, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'il y a pas 3 tonnes de gras et 3 tonnes de sucre que c'est moins plaisant. Mais ce que j'explique dans mon livre, c'est que c'est pas seulement du plaisir. Évidemment, il y a du plaisir parce qu'une fois qu'on a commencé à manger bio, on se dit: «Ouais, c'est quand même mieux, ça a plus de goût» et cetera. Il suffit d'aller dans les supermarchés. Moi, maintenant, tout ça pour moi, c'est limite du poison, quoi. Quand je vois ces plats préparés d'ailleurs, c'est même presque littéralement ça, quoi, parce que voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont pas, tout à fait recommandables. Mais c'est vrai que alors il y a le plaisir de retrouver l'essence et tout, mais il y a plus que ça. Il y a les convictions. Il faut que, la démarche soit, sous-tendue par des convictions. Ça peut être des convictions écologistes ou de santé ou simplement de justice, sociale. Pourquoi est-ce qu'on mangerait des trucs à réchauffer, dont on sait qu'ils sont plein de choses pas nettes quoi, hein, de colorants et autres, additifs quoi. Donc il faut avoir des convictions et ça c'est déjà, comment dire? Des convictions, ça rejoint l'idée de présence à soi dans le sens où c'est des limites. On met des limites, on a une pensée, sur, la société qu'on voudrait et ça c'est des limites, c'est la justice, c'est plein de choses et ça vous tient à cœur. Oui, oui et puis la présence à soi, s'ajoute à ça la responsabilité. Nous sommes responsables de tout ce qui entre dans notre corps, en fait et d et donc on doit aussi faire des recherches parce qu'évidemment on est martelé par plein d'informations. Il faut manger ci, il faut pas manger ça c'est mieux, ça c'est pas bien. Enfin, on entend tellement, tellement, tellement de choses et qui se contredisent, hein, Mmh mh. aussi. Donc l'idée, c'est que chacun vraiment fasse aussi ses propres recherches, prenne ses propres responsabilités s'écoute aussi parce que notre corps nous parle. Je veux dire, il y a des aliments qui sont bons, mais par exemple, si c'est moi qui les mange, je vais peut-être avoir le ventre qui gonfle ou avoir, être, mal le digérer parce que mon organisme n'aime pas ça. Mais ça ne veut pas dire que l'aliment n'est pas bon, c'est juste que pour moi, c'est pas génial ou alors il faut peut-être que je l'ingère avec d'autres aliments autour. Enfin bon, tout ça, ça demande de faire des recherches, de poser des questions, d'aller voir des gens aussi, spécialisés mais conscients parce que moi j'aime beaucoup, échanger avec les naturopathes aussi, les médecins bien évidemment, les médecins, Mmh. donnent aussi de très bons Mmh. conseils, mais les naturopathes, sur des sujets d'alimentation et cetera sont bien souvent bien avertis aussi. Donc a aller vraiment Ouais. chercher les informations partout et aussi écouter son propre corps et ses propres ressentis parce pour faire son sur-mesure à soi, en fait. C'est tout à fait ça et alors se faire son sur-mesure à soi, c'est s'intéresser à soi, ce qui n'est pas si fréquent, chez la plupart d'entre nous. S'intéresser à soi. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce qui va satisfaire mes convictions, sociales, politiques? Et en fait, il faut se donner des règles. Donc une des règles que personnellement je conseille et que je me suis donné, c'est de manger des produits bruts, des produits bio, donc des produits que je vais transformer moi-même. Plus les produits sont transformés, moins ils sont bons, moins ils sont bons pour la santé. Donc ce sont des règles et c'est très important parce que le cerveau adore les règles. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait votre cerveau, il cherche sans arrêt alors il y a des tas d'ouvrages de neuroscientifiques, de psychologues cognitifs là-dessus. Le cerveau cherche les choses qui se répètent dans votre environnement.
il cherche les repères pour vous protéger. Donc, on peut tout à fait lui donner des règles. En passant pour le petit chocolat du soir, les gens qui mangent dans leur lit du chocolat, bon, bah, moi, je leur conseille d'aller le manger dehors ou ailleurs et du coup, ça perd tout son intérêt souvent. J'ai travaillé récemment avec quelqu'un qui veut manger de la brioche le soir, il est possédé par l'esprit de la brioche. Ah lui, c'est l'esprit de la brioche, L'esprit d'accord. de la brioche. Alors, vers 10 heures, il va dans la cuisine, là, comme un robot, il ouvre le placard et il mange de la brioche devant le placard. Bon, bah, je lui ai dit, alors évidemment, tout ça, il y a tout un travail de fond derrière, il n'y a pas que ça, hein. Mais je lui dis, bah, ok, vous voulez manger de la brioche, bah, prenez votre brioche et vous allez la manger devant chez vous. Alors, il y a une maison, un jardin. Et puis, il se retrouve dehors à manger de la brioche, ce qui n'a aucun sens à 10 heures du soir en hiver. Donc, C'est sûr. du coup, bah, il a arrêté de manger de la brioche, en fait. Et puis, surtout, il a oublié. Parce que s'il s'est donné une règle que son cerveau intègre au bout de 2 3 jours, alors, bon, c'est des choses qui marchent très bien avec la cigarette, hein. Si on n'arrive pas à arrêter, bah, on se donne des règles très simples et ça permet de diminuer drastiquement la consommation. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui nous écoute et qui dirait: «Ah ouais, mais moi, quand je suis aux prises avec, l'esprit de la brioche ou du chocolat ou de la glace ou peu importe, c'est compulsif, je suis complètement obsédée, alors, sortir prendre mon pot de glace ou ma tablette de chocolat, ben, je vais pas le faire en fait, je vais aller me Mmh, blottir dans mon lit» mmh. et donc quelles sont les 1 clés en tout cas pour tenter de commencer à exorciser cet esprit du chocolat? Bah, les 1 clés, c'est un travail, sur les croyances, les représentations plutôt, hein. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est si bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait manger un pot de glace en entier, et pas, par exemple la moitié ou une partie? Mais enfin, une fois qu'on est pris par l'esprit de la glace ou du chocolat, c'est foutu, hein. C'est pas à ce moment-là qu'on réagit. Il faut anticiper beaucoup. L'anticipation est très, très importante. Donc effectivement, le chocolat de 10 heures du soir, il est anticipé le matin même, inconsciemment. C'est-à-dire que les rouages sont déjà en train de se mettre lentement en marche et ils vont atteindre leur sommet, le soir vers 10 heures. Et là, c'est foutu. Donc il faut travailler très en amont, dès le matin, transformer les représentations et puis se donner des règles. Si on se donne des règles, il est bien entendu qu'à un moment donné, il va falloir faire un petit effort quand même. Donc ça va pas se faire, voilà, donc Faut absolument. oui et puis c'est un effort au moment d'acheter ou de pas acheter, hein, parce que si le chocolat est là, bon, c'est qu'on l'a acheté. Donc Mais moi, c'est la méthode que j'utilise. Je ne l'achète pas. Comme ça, peu importe si la crise apparaît à 22 heures ou bah, il y en a pas. Donc à 22 heures, je ne vais pas aller dans les magasins acheter du chocolat. Donc ouais, comme ça, c'est une façon. Alors, et puis ou alors si, moi j'ai mis en ou alors place, c'est assumé. voilà, c'est ça et Mmh. j'ai mis en place une autre stratégie avec le chocolat parce que chez moi, c'est l'esprit du chocolat qui m'habite et qui m'envahit et qui me voilà et qui me possède et en fait, ce que je fais, c'est que je prends les carrés. Ça paraît complètement psychotique, mais c'est pas grave. Je prends les carrés et je coupe ce que j'avais l'intention de prendre au départ avec la pulsion, donc c'est genre la moitié de la tablette et systématiquement, je la recoupe en 2 et je la recoupe par petits carrés. Et donc, sur les 10 carrés qui étaient prévus dans ma pulsion, bah, je vais en prendre que 4. Mais moi, je me dis, ces 4 carrés, je vais vraiment les consommer lentement, très lentement. Et j'ai l'impression finalement que ça s'apaise, en fait, ça se calme. Et puis, je me suis contentée des 4. Mais au départ, j'étais partie, il allait y en avoir 10, quoi. Et puis, petit à petit, bah, je ne l'ai plus, en fait. Là, ça fait plusieurs mois. Bah, il n'est plus revenu me voir, l'esprit du chocolat. Oui, oui, alors moi j'ai été possédé par l'esprit du chocolat à une époque où, il a pu m'arriver alors au gré, ça peut être étonnant, mais au gré des deuils ou des choses un peu chocs, hein, Mmh. qui arrivent, bon, on s'autorise des choses et bon, une tablette tous les soirs, c'est trop. Alors après, on peut le peser, on peut se dire: «Bon, bah, je vais faire», bon, les psychologues disent que c'est à partir de 50 grammes que ça devient vraiment une addiction. Donc je vais m'autoriser 25 grammes, quoi, par exemple, ou 20 grammes. Alors c'est pas beaucoup, ça peut être 3 Oui, ou 4 carrés c'est suivant la ça, tablette, c'est ça, ouais. mais c'est déjà pas mal, après tout disons de limiter les choses. Mais on peut aussi l'évacuer et se dire: «Bah, je vais faire ça que le samedi et le reste du temps, je vais remplacer par, soit un grand café, soit une infusion ou quelque chose» et puis surtout changer d'endroit, quoi. C'est-à-dire, si j'ai vraiment envie de chocolat, alors ne pas le manger dans le lit ou le fauteuil, dans lequel je l'ai mangé avant. Tout ça, c'est des limites et des règles qu'on peut se donner et puis on s'aperçoit que finalement, c'est pas si dur. Oui, mais finalement, c'est un peu des de petites addictions
qui sont pas, dramatiques quand on les contrôle un peu, mais ça reste un peu comme enfin, ça se gère un peu avec le système addictif quelque part. C'est-à-dire petit Oui, à petit, il faut se déshabituer et déshabituer, le réflexe. C'est-à-dire même quand on a cette poussée, bah, se dire: «Bah, non», puis on s'aperçoit qu'1 heure après, on n'y pense plus en fait. ouais, On n'y pense ouais, vraiment plus. absolument. Donc il faut accepter la poussée, la montée et se retenir. Alors se retenir, c'est pas se faire du mal ou se faire violence forcément, mais comme tu dis, de mettre autre chose à la place, d'aller faire couler un bain qui va nous détendre ou Oui, de mais faire systématique, voilà, systématique. c'est ça. Il ne s'agit pas de se limiter simplement sur le produit lui-même, parce que le produit en lui-même, c'est pas tellement lui qui est addictif, en fait. Alors bien sûr, le chocolat, c'est génial parce que c'est explosif, c'est vraiment il y a un truc magique, quoi. Mais c'est pas seulement ça, c'est l'endroit où vous le mangez, le moment où vous le mangez. Parce que, en fait, le chocolat les gens addicts au chocolat, on leur propose du chocolat à 14 heures ou à 16 heures, ils en veulent pas, ils s'en foutent. C'était mon cas, hein. C'est à 10 heures et dans le lit. Voilà, donc alors il y en a même, j'en ai eu qui étaient, addicts au chocolat, à 10 heures dans le lit. Ils partaient en vacances à la montagne en famille et là, pendant 15 jours, ça avait disparu. Parce qu'ils ne pouvaient plus être dans leur lit avec, parce que la chambre était petite, avec il y avait les enfants, alors c'est pas possible, ils se couchaient tôt, donc c'était dans le noir, donc ils pouvaient pas lire en même temps parce qu'il fallait lire. Bah, c'est tombé comme, du jour au lendemain, pendant 15 jours. Retour à Paris, ça a repris comme en 40. Donc, en fait, on voit que c'est très contextuel et il faut donc agir sur le contexte. Il ne faut pas agir seulement sur, l'aliment et c'est valable d'ailleurs pour l'alimentation en général. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ça montre bien que quelle que soit la façon dont chaque personne, va gérer, ses moments de compensation ou de pulsion, on peut véritablement s'en débarrasser vraiment. Enfin moi j'en témoigne Ouais. et je le vois dans des consultations, voilà, on peut vraiment et même voir des addictions même plus lourdes, hein, parce que parfois il y a des gens, ils ont bon, si c'est juste la tablette de chocolat, ça va, mais il y a des gens qui ont des addictions beaucoup plus lourdes et ils s'en sortent aussi. C'est vraiment une question de volonté, de présence à soi et de responsabilité et il faut juste le vouloir, quoi et puis on se retrouve tellement mieux, on est beaucoup plus aligné avec nous et puis en plus on prend pas de poids inutile, et Ouais. puis surtout, c'est du sucre, dont le corps n'a pas forcément besoin. Au-delà de l'aspect, physique, Mmh. on n'a pas besoin de tout ça. Puis on est fatigué quand l'organisme digère trop de choses, on se retrouve avec beaucoup plus de vitalité quand on mange mieux, beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus d'attention, on est beaucoup plus sensible aussi. Je trouve que, on devient même un peu plus intuitif, mais pas intuitif uniquement au niveau de la pensée, mais au niveau physique. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, en fonction des aliments, j'arrive à sentir ce que j'ai besoin. Là, maintenant, Mmh. dans la Mmh. période de l'hiver ou dans la période de l'été, je sais qu'il faut que je mange un peu plus de ceci, un peu moins de cela et quand je fais mes prises de sang, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré Oui. et j'y pense pas, tous les jours. Je le ressens, en fait. Aujourd'hui, c'est plus un ressenti qu'une réflexion. Ça s'est intégré. Il faut une raison supérieure pour faire ça. Si c'est juste pour perdre du poids, parce que les nutritionnistes ont dit que, et cetera, c'est pas assez puissant. Donc on parlait tout à l'heure des convictions, ça c'est des raisons supérieures de dire, beh, moi je veux par exemple être un peu dans la décroissance, je suis pas obligé d'acheter tous les trucs qu'on me propose, pareil pour les appareils, enfin, parce que tout ça c'est une accumulation. Alors l'accumulation répond, l'accumulation donc oui, c'est une raison supérieure qu'il faut et puis bon, la volonté, moi je suis pas tellement sur ce je crois que les êtres humains ont très, très peu de volonté et donc c'est pour ça que je glisse plutôt sur la responsabilité. Quel genre de personne j'ai envie d'être, de devenir, petit à petit? Alors c'est la perte de poids bien sûr, mais c'est tout ce qui va avec. J'ai pas besoin d'accumuler des objets ou de poursuivre, des choses un peu vaines quoi, hein, la réussite, et cetera. Alors oui, à un certain niveau, mais voilà, c'est donc limite spirituelle quelque part, hein. Mais Nietzsche le disait ça de toute façon, hein. Ah bah, si tu cites Nietzsche, je l'adore et effectivement et j'aime beaucoup que nous terminions, ce podcast sur ce point d'une conscience supérieure de soi et au service de soi pour le coup et j'aimerais te poser une dernière petite question. C'est qu'est-ce que tu pourrais dire en résumé, pour justement ce sujet de manger les émotions? Si on devait alors, tu as dit énormément de choses sur la responsabilité, la conscience à soi, la présence à soi. Tu as donné plein d'astuces aussi pour, apprendre à gérer tout ça. Mais, si on devait conclure en beauté, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bah, je dirais que, bah, en fait,
Nietzsche, alors puisque tu aimes Nietzsche comme moi, dans Le Gai Savoir, il dit: «Soyons les poètes de notre vie et tout d'abord dans le menu détail et dans le plus banal». Et lui, il disait que, la nourriture, l'alimentation, le rapport à l'alimentation était peut-être ce qu'il y avait de plus important. Alors après, il faut les lire pour comprendre ce qu'il voulait dire, mais ce qu'il voulait dire, c'était, je pense, hein, enfin je me risque un peu à l'expliquer, c'est que c'est s'occuper de soi, mais à la manière de Socrate qui disait: Connais-toi toi-même, le reprenant du temple de Delphes, hein, prends soin de ton âme. Je crois que c'est par là que ça commence. On ne peut pas être absent euh, à ce qu'on mange, ça n'est pas possible, et pourtant c'est ce qu'on fait souvent. Donc ça déjà en soi, c'est une manière de se lancer là-dedans, dans une transformation, parce que c'est précieux, parce qu'on voit les résultats au fil des semaines, des mois, des années, et qu'on voit qu'on est mieux adapté. Moi, je dis, maigrir, c'est guérir. C'est guérir. En fait, devenir de plus en plus authentique, guérir de ce que la société ou les parents ou les injonctions ont fait de nous, c'est-à-dire des êtres un peu automatisés, Et quoi. oui, et complètement. Donc, être présent à ce qu'on mange, j'aime beaucoup cette expression. Et donc, lorsque l'on est présent à ce qu'on mange, nos émotions se régulent aussi d'une certaine façon parce qu'on se sent bien dans notre corps. Au niveau psychologique, on a plus d'attention, etc. Et donc, tout s'équilibre finalement. Oui, parce que les émotions, de toute façon, c'est inévitable, ça fait partie du corps, hein. Les émotions, c'est le corps. Donc c'est même génétiquement programmé, colère, dégoût, surprise, tout ça est programmé pour notre survie. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut éradiquer, il faut le contrôler, il faut vivre bien avec, et puis chercher la joie, quoi, là-dedans, plutôt que la peur et le reste, et mettre ça en avant. Donc il y a de la joie partout dans la nourriture, mais aussi dans l'écriture, dans voilà, donc tout ce qui nous permet de nous construire. C'est une question de construction. En tout cas, merci beaucoup Eudes, c'était passionnant et très riche comme Merci, toujours avec toi. Et donc, bien évidemment, manger du chocolat modérément en étant responsable et conscient et présent à votre tablette de chocolat pour ceux qui sont possédés par l'esprit du chocolat. Et merci pour tous ces conseils précieux et je te dis à très bientôt. à très bientôt, merci à toi. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.